Bonjour, bienvenue pour notre analyse, notre plongée dans les résultats financiers trimestriels récents. Les sources qu'on a consultées, elles dessinent une image assez contrastée, on va dire. Une Europe qui semble un peu à la peine face à des États-Unis qui affichent une croissance plutôt robuste. Notre objectif aujourd'hui, décortiquer un peu tout ça, comprendre cette dynamique des deux côtés de l'Atlantique et voir pourquoi la diversification géographique, elle semble plus pertinente que jamais. Oui, bonjour. Effectivement, le paysage est très hétérogène. On voit l'Europe montrer quelques signes de fatigue dans un climat économique, disons, plus difficile qu'on ne l'anticipait. Et en parallèle, les marchés américains, eux, montrent une résilience assez notable. Ils sont tirés notamment par la tech, bien sûr, et puis la consommation. C'est un bon rappel, en fait, sur l'importance de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier géographique. C'est exactement ça. Alors, commençons si vous voulez bien par l'Europe. On note plusieurs points d'alerte quand même. Prenez ST Microelectronics par exemple. L'entreprise voit carrément toutes ses divisions reculer. C'est un signal fort, non? Et c'est directement lié au coup de frein de l'automobile en Europe, un coup de frein qui dure. Qui s'alourdit dans certains pays, et puis surtout, il faut le dire, une concurrence chinoise extrêmement vive, aussi bien sur les prix que sur l'innovation, et même la qualité perçue maintenant. Donc l'impact sur un fournisseur clé comme ST Micro, il est logique, mais ça révèle une fragilité industrielle plus large en fait. Et ce n'est pas un cas isolé, malheureusement. Regardez Dassault Aviation. Le titre a perdu 9% cette semaine. Pourtant, le carnet de commandes est plein à craquer, hein. Ce qui inquiète les marchés, c'est plutôt la marge nette qui s'érode et puis des retards dans les livraisons. C'est un peu paradoxal, non? Un carnet plein, mais... Oui, c'est un excellent exemple. Ça montre bien que des fondamentaux qui paraissent solides sur le papier, comme un carnet de commandes bien garni, eh bien, ça ne suffit pas toujours. Dans l'aéronautique, avec des cycles très longs, la rentabilité et surtout la capacité à tenir les délais, c'est absolument critique. La moindre interrogation sur l'exécution, ça peut refroidir immédiatement les investisseurs, parce que ça remet en cause la prévisibilité des revenus futurs, tout simplement. D'accord. Mais bon, tout n'est pas sombre sur le vieux continent, heureusement. Il y a aussi des signes encourageants. Rémi Contreau, par exemple, affiche un rebond assez intéressant. Le groupe renoue avec la croissance au deuxième trimestre, et ça, c'est notamment grâce à une amélioration du marché en Chine. Ça pourrait peut-être suggérer qu'on a touché un point bas pour certains segments des spiritueux. Oui, c'est une possibilité. Et on peut citer LVMH aussi, qui publie des chiffres jugés solides par le marché, et ce, malgré un contexte global compliqué, et puis le vent contraire des taux de change. Ces exemples illustrent bien qu'il existe en Europe des entreprises de très grande qualité, souvent très internationalisées d'ailleurs, et capables de naviguer dans la tempête. Ça plaide vraiment pour une approche très sélective en fait. Identifier ses champions plutôt que de parier sur l'ensemble du marché européen indistinctement. D'accord. Donc la sélectivité, c'est le maître mot en Europe. Bon, traversons l'Atlantique maintenant. Les États-Unis, eux, semblent bien partis pour jouer leur rôle de moteur de la croissance mondiale en 2025. Pourtant, l'année avait démarré avec une certaine fébrilité, on va dire, liée aux annonces sur la politique douanière de Donald Trump. C'est vrai, il y avait des craintes au début de l'année, mais la résilience est là, clairement. Prenez Alphabet, la maison mère de Google, c'est une illustration parfaite. Ils ont publié des résultats trimestriels vraiment étincelants. Une croissance qui dépasse les attentes, tirée à la fois par la publicité et par le cloud. Ça montre la puissance de leur modèle économique, même dans ce contexte un peu incertain. Et j'imagine que ce dynamisme ne se limite pas qu'à Alphabet ou aux géants de la tech. Non, même si évidemment les géants de la tech pèsent très lourd dans les indices, on observe une vigueur plus large, notamment du côté de la consommation américaine qui, elle, tient bon. Et ça contraste fortement avec l'Europe où beaucoup d'entreprises dépendent majoritairement de leur marché domestique ou régional, qui est souvent plus atone, plus lent. D'où l'intérêt renforcé, vous voyez, de la diversification. Il faut aller chercher la croissance là où elle se trouve, notamment aux États-Unis, mais aussi en Asie. Ne dépendre que de l'Europe aujourd'hui, ça semble plus risqué. D'ailleurs, la semaine prochaine va être cruciale pour affiner ce tableau. On attend une véritable avalanche de publications. Côté européen, L'Oréal, AstraZeneca, Hermès, Airbus, Shell, Schneider Electric. Et puis les poids lourds américains, Amazon, Microsoft, Meta, Apple. Ouf! Sans oublier, bien sûr, la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Ça fait beaucoup. Oui, exactement. Toutes ces publications d'entreprises vont donner des indications microéconomiques très précieuses et en parallèle, les annonces de la Fed,
Et les chiffres de l'emploi, eux, pèseront sur l'orientation macroéconomique globale. Donc tout ça pourrait potentiellement confirmer ou au contraire infirmer les tendances qu'on observe depuis quelque temps. C'est une semaine charnière. Bon, alors, si on essaie de résumer cette plongée rapide, qu'est-ce qu'on retient? D'un côté, une Europe confrontée à des défis sectoriels assez marqués, ce qui impose une grande prudence et une sélection très rigoureuse des titres. De l'autre côté, des États-Unis qui, malgré les incertitudes politiques du début d'année, confirment leur dynamisme économique. L'intérêt d'une vision globale pour investir paraît assez évident, finalement. Oui, c'est une bonne synthèse, tout à fait. Et ça ouvre une réflexion pour la suite, n'est-ce pas? Au-delà des résultats trimestriels immédiats, si cette divergence de performance entre les grandes zones économiques persiste, et elle pourrait persister, comment les stratégies d'investissement de long terme devront-elles s'adapter? Comment intégrer au mieux ces incertitudes macroéconomiques qui planent toujours? Voilà, je pense, une question fondamentale pour les mois et peut-être les années à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Horizon Duo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez ou parlez-en autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur Spotify, YouTube ou directement sur horizonduo.net. À très vite pour un prochain épisode.